Bonsoir tout le monde. Donc cette chronique, voilà, toujours sur le thème de l'écologie, va être divisée en deux temps. Donc un premier temps, ça va être moi, voilà, tout seul qui vais vous présenter donc 4 projets écocidaires donc de la circonscription d'Europe du Centre et Balkans. Ça va prendre une trentaine de minutes à peu près. Et Deuxio, voilà, on va avoir une discussion donc, avec toutes les personnes que vous avez vues ce soir pour un peu voilà, discuter, on va dire, analyser cette dynamique voilà, climato-sceptique et poser le lien, on va dire, entre lutte écolo, lutte anticapitaliste, essayer d'analyser, par exemple, les contradictions qui se posent entre nos modes de production et nos modes de consommation, en Europe de l'Ouest notamment. Et voilà, et d'évoquer même l'aspect internationaliste des luttes écolo de manière générale pour voilà, ce ne sera pas une conversation évidemment exhaustive, mais on va dire proposer une forme de réflexion sur une possible action citoyenne, politique, militante, pour tenir compte de ces différents aspects et avoir un engagement, on va dire, cohérent pour transformer la société. Donc, on va commencer direct, on va voyager un petit peu avec cette chronique. On va passer par l'Albanie pour commencer. Et quoi de mieux pour voyager que de parler du tourisme? Parce que voilà, le premier projet écocidaire dont on va parler, c'est un projet de tourisme. C'est un projet qui est porté donc par la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, et par son mari, Jared Kushner. Jared Kushner, bon, je vais le dire en français, désolé. J'appelle son nom, j'écorche son nom, mais il m'en voudra pas. De toute façon, je m'en fous. Donc, ils veulent développer du tourisme de luxe en Albanie. Fin juin, donc, la fille et le gendre de Donald Trump ont visité 2 sites emblématiques d'Albanie, l'île de Sazan et la lagune de Svernek. On pourrait se dire, voilà, donc là, on voit l'île de Sazan à l'écran. C'est vraiment un espace absolument magnifique. Et donc, on pourrait dire qu'il s'agit de vacances, mais en fait, il y a une volonté de business derrière, parce que Jared Kushner est le directeur d'Affinity Partners, qui est une société d'investissement ultra crade, qui vise donc à renforcer le lien entre Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Voilà, je vous laisse tirer les conséquences sur ce que cela signifie d'un point de vue géopolitique en termes de soutien matériel à la politique génocidaire et colonialiste israélienne. Et donc voilà, Affinity Partners, donc la société de Jared Kushner, a un projet estimé à 1,4 milliard d'euros pour construire une sorte de marina touristique avec des résidences de luxe, des restaurants gastronomiques, voilà, des infrastructures hôtelières sur 45 hectares, donc pour commencer sur l'île de Sazan, mais ensuite un peu plus tard sur la lagune de Svernek. Donc c'est un projet absolument colossal pour l'Albanie. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, qui a un PIB de 25 milliards d'euros en 2024. Donc voilà, 1,4 milliard, 25 milliards, vous voyez, c'est quand même un poids plus que conséquent. Et donc cette pauvreté en Albanie, notamment due à l'écroulement en fait d'une pyramide de Ponzi bancaire entre 95 et 97. Cette pyramide de Ponzi représentait 50% du PIB de l'époque et ça a affecté 2 millions des Albanais sur les 3,5 millions de l'époque. Donc c'est une dimension absolument colossale, quoi. Et ça a fait vraiment, quand ça s'est écroulé en 97, ça a vraiment tiré énormément de personnes dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Et donc, voilà, comme pour beaucoup de pays des Balkans, l'Albanie est un pays extrêmement corrompu et autoritaire et qui est dans une logique de faire venir extrêmement un maximum de capitaux, notamment d'ailleurs depuis le Covid, par le secteur touristique. Donc, par exemple, on sait qu'en Croatie, l'activité touristique s'est grandement développée, mais comme voilà, ça se développe, les prix commencent à monter, et donc l'Albanie devient une possibilité intéressante pour, on va dire, rester voilà, sur la même côte, mais à des prix un peu moindres. Et donc, voilà, il y a tout un tas de touristes et d'investisseurs comme Trump et Kushner qui sont intéressés par ça. Alors, donc, pourquoi ce projet est si problématique, antidémocratique et écocidaire? Donc, il faut savoir que l'île de Sazan, qui est située dans la mer Adriatique, voilà, c'était une forteresse militaire stratégique lors de la guerre froide, et c'en est toujours une d'ailleurs, c'est toujours une base militaire albanaise. Et pour paraphraser Khrouchtchev en 1958, il disait que depuis l'île de Sazan, il pourrait contrôler la Méditerranée et Gibraltar. Donc c'est un endroit extrêmement stratégique militairement. Et depuis la fin de la guerre froide, l'île est restée voilà, une base militaire, mais quasi à l'abandon, avec par exemple, il y a plus de 3600 bunkers vides. Mais c'est surtout voilà, devenu une zone protégée, parce qu'elle possède une nature vierge vraiment sublime, comme vous avez pu voir sur la photo. Et c'est aussi une zone assez dangereuse, parce qu'elle contient de nombreuses munitions non explosées.
Voilà, et donc de nombreux chercheurs et protecteurs de l'environnement albanais tirent la sonnette d'alarme sur ce projet de tourisme de luxe parce que ça pourrait voilà, bouleverser cet écosystème millénaire. Ce projet est hautement soutenu par le gouvernement albanais, qui a donné son aval sans aucun débat public, de négocier de manière absolument opaque. Bon, voilà, c'est souvent pas très bon signe en termes de respect de l'environnement et de méthode de construction, surtout lorsque l'on sait qu'il y a derrière. Hein, donc, pour rappel, donc la fille Trump et Kushner. Et donc, pour les séduire, le gouvernement a promis qu'il n'y aurait aucun impôt lors de la phase de construction et que les infrastructures seraient prises en charge par l'État albanais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple albanais qui va payer ce projet de villa de luxe dont il ne pourra pas profiter, hein, et qui les ôte en plus d'un bien commun auquel ils avaient plutôt accès jusqu'à présent. Donc voilà, les trois autres projets dont je vais parler par la suite ont plutôt un lien avec l'énergie et l'approvisionnement en matières premières. Mais ça me paraissait important de prendre un exemple sur le tourisme pour commencer, parce que c'est aussi une forme d'impérialisme écologique et même de néocolonialisme dans ce cas, parce que ça prenne une forme de tourisme de masse ou, comme ici, du tourisme de luxe. Donc le but, c'est pas d'avoir un discours caricatural. Hein. Le tourisme n'est pas une mauvaise activité par essence. Hein. C'est un secteur qui peut exister de manière tout à fait respectueuse de l'environnement. Et s'il est bien pensé, il peut même vraiment participer voilà, à faire profiter d'un espace à tout un tas de personnes, à relancer une économie au local de manière positive pour un pays ou une région. Mais ce que l'on critique, nous, à gauche et, voilà, avec les mouvements écologistes, c'est que c'est cette forme de tourisme-là qui brutalise la population et la nature et qui retire du coup à la population autochtone un bien commun auquel ils avaient accès. Donc voilà, l'île de Sazan est toujours utilisée comme une base militaire et elle s'est ouverte au tourisme en 2015. Avec voilà, il y avait tout un tas de projets culturels, d'aménagement, d'infrastructures existantes qui avaient pour but aussi de préserver la richesse et la végétation présente. Et il y avait même des projets voilà, de recherche scientifique sur la vie marine, l'archéologie navale, avec l'idée de créer un musée derrière. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. Donc ça, tout ça a été balayé pour bénéficier justement à une petite poignée de personnes qui peuvent se payer du tourisme de luxe derrière un projet voilà, d'Ivanka Trump et de Jared Kushner. Donc, j'en ai fini pour l'Albanie. On va passer donc maintenant au deuxième sujet. Donc les mines de charbon de Lutzarat en Allemagne. Alors, c'est déjà moins beau que l'île précédente. Hein. Donc déjà, petite précision avant de commencer. Je tiens à remercier Lucie, que vous avez vue précédemment et que vous verrez après pour la discussion, parce que c'est elle qui m'a préparé cette partie et que j'ai quasiment pu reprendre telle qu'elle. Donc, Lutzarat est un hameau rhénan situé entre Cologne, Aix-la-Chapelle et Düsseldorf, et qui est en grande partie voilà, vidé de ses habitants et qui s'est ensuite repeuplé par une ZAD, donc zone à défendre, ZAD, d'activistes, et ça a pris une ampleur médiatique et historique sans précédent en Allemagne. Donc les alentours du village, comme on peut le voir, sont déjà excavés voilà, depuis le début des années 2000. Et ce qui a fait parler de ce village, en fait, c'est le projet d'agrandissement de la mine de Garzweiler en 2020, et ça a vraiment créé un sursaut international chez les activistes écolos. Donc le projet est porté par l'entreprise écocidaire RWE, qui est un conglomérat allemand. Donc un conglomérat, c'est-à-dire c'est un énorme groupe qui est constitué de multiples entreprises qui ont des secteurs très variés. Et donc RWE est notamment connu dans le secteur de l'énergie au sens large. Donc c'est RWE qui exploite le gisement et qui a pour but voilà, d'extraire 280 millions de tonnes de charbon brun appelé lignite pour produire l'électricité. Or, voilà, le lignite, c'est vraiment parmi ce qui se fait pire en termes d'énergie fossile. C'est un type de charbon des plus polluants, très concentré en carbone et qui a en plus un rendement énergétique extrêmement faible comparé à d'autres types de charbon plus classiques comme la houille ou l'anthracite. Donc, pour vous donner une idée, je vais dire des valeurs, mais après, je vais les expliquer, on va dire, en manière plus matérielle. Avec 1 kg de lignite, on produit 7 kWh d'énergie, alors qu'avec de la houille, de l'anthracite, on est plutôt à 10 kWh. Donc, ça, pour expliquer ça matériellement, donc avec 1 kg de lignite, on peut faire tourner un radiateur pendant 7 heures ou 7 radiateurs pendant 1 heure. Et avec de la houille, de l'anthracite, c'est 10. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence
surtout quand on sait que voilà, l'impact environnemental est bien pire avec le lignite, surtout dans une mine à ciel ouvert. Et donc, qui dit mauvais rendement, dit qu'il faut exploiter des plus grandes étendues paysagères. Et donc, voilà, c'est pour ça que le site de Garzweiler s'étend sur plus de 40 km². Donc, dites-vous, voilà, RWE, c'est une entreprise qui a quand même doublé ses bénéfices en 2023, alors qu'on est dans une période où l'Allemagne et les Allemands ont énormément de mal à se chauffer. En 2021, notamment avec le cas de la guerre en Ukraine, on va en reparler. Donc, par exemple, en Allemagne, en 2021, 3,3% des gens ne se chauffaient pas correctement. Aujourd'hui, c'est quasiment 10%. Donc voilà, ça double les bénéfices d'un côté, ça triple le nombre de personnes qui ont du mal à se chauffer en hiver. Et dans son cynisme absolu, l'entreprise RWE fait croire que son plan a participé à développer des terres agricoles et critique en fait les éoliennes et les espaces verts existants. Alors que, enfin, je veux dire, les types développent quand même une mine de lignite. Donc là, on est vraiment en plein délire. Moi, personnellement, c'est ce que j'appelle du capitalisme racaille. C'est-à-dire que ça se fait du fric sur notre dos, et après, ça nous crache à la gueule en disant absolument n'importe quoi et en se foutant de nous. Donc voilà, l'exploitation de lignite, c'est un bilan désastreux sur une région vraiment très peuplée en Allemagne de l'Ouest. Et ça a donné lieu donc à des milliers de personnes qui ont été expropriées et à une destruction des écosystèmes au local. Et donc, voilà, l'Allemagne, c'est censé être un cadre de l'écologie, hein, et elle est censée sortir du charbon d'ailleurs d'ici 2030. Mais en 2023, la coalition Vert-SPD, donc c'est-à-dire les sociodémocrates, qui étaient à la tête du gouvernement allemand à l'époque, ont donné leur aval à RWE en préparant un ordre d'évacuation de Lützerath. Et donc, les lobbies extractivistes bénéficient d'une complaisance absolue de gouvernements qui se disent de gauche ou écologistes, soi-disant, en avançant un argumentaire victimaire qui n'a pas vraiment de sens. Enfin, je veux dire, ça critique la bureaucratie bruxelloise, alors que ce genre d'entreprises allemandes ont vraiment bénéficié de l'Union européenne, justement en vassalisant et en assujettissant tout un tas d'autres pays de l'Union européenne. Ça parle du fait que les prix du gaz, vous savez, ont tellement augmenté, donc il faut bien qu'on puisse faire ça, etc. Alors qu'encore une fois, cette entreprise a doublé ses bénéfices en 2023, un an après le début de la guerre en Ukraine. Et puis voilà, donc c'est vraiment la pire forme de chantage à l'emploi, quoi, qui est mise en place par ce lobby écocidaire. Et donc, les conséquences de cet extractivisme à grande échelle sont très directes pour les populations d'espèces locales, d'espèces animales, avec par exemple une extinction territoriale de 20% de certaines espèces d'oiseaux. Les milieux aquatiques sont également très sensibles à la pollution par lignite. Et pour couronner le tout, d'après les analyses locales, donc dites-vous qu'en 2012, la plus grande centrale électrique de lignite avait rejeté 500 kg de mercure, 400 tonnes de particules fines dans l'air et environ 31 millions de tonnes de CO2. Donc, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent en CO2 équivalent du Zimbabwe, de tout le pays, hein, qui est quand même 16 millions d'habitants. Et donc ça, c'était en 2012. Depuis, ça a été grossi, hein, donc ça a été agrandi. Donc les émissions de gaz à effet de serre vont encore se démultiplier. Et donc, pour faire face à ça, face à cette catastrophe climatique et écologique, les militants écolos ne se sont pas laissés faire et se sont organisés. Donc voilà, la ZAD, la zone à défendre de Lützerath, a été mise en place en 2020 pour bloquer les travaux. Et ensuite, suite à l'annonce de la destruction du village en 2023, le village est quasiment vidé de ses occupants d'origine, mais a été repeuplé par des militants écologistes du monde entier. Donc, il y avait même à un moment 35 000 personnes sur place, avec des personnalités de l'activisme écologiste très connues comme Greta Thunberg ou l'allemande Luisa Neubauer. Donc en quelques jours, la ZAD s'est faite démanteler par la police, sans faire de mort, mais avec des attaques quand même assez disproportionnées, notamment derrière par l'appareil judiciaire. Par exemple, début 2025, Loïc Schneider, donc un activiste français, est passé devant le tribunal pénal hein, en Allemagne, où il était menacé de 5 ans de prison pour avoir poussé un policier qui était coincé dans la boue lors de l'intervention. Donc je vous laisse taper Loïc Schneider, policier, Lützerath sur Google, vous allez voir la vidéo, vous me direz vraiment si ça vaut le risque de prendre 5 ans d'emprisonnement. In fine, il n'a quand même pas été emprisonné, mais il a dû payer une amende de 4 200 €.
Et donc, voilà, moi je trouve que c'est quand même une grosse perte d'argent et de moyens et de temps en fait pour les magistrats et les avocats d'aller au pénal pour ce genre d'affaires. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, cette opération voilà, d'expropriation, de destruction de villages, puis de la ZAD, c'est le symbole d'un État policier qui est totalement acquis à la cause des grands industriels de l'énergie. Donc, même si elle a été menée de façon éclair, cette opération de démantèlement, elle a quand même donné lieu à une très large couverture médiatique au niveau mondial et qui a même été plutôt favorable aux zadistes, notamment dans la presse mainstream internationale. Donc, cette mobilisation, même si elle n'a pas été victorieuse, elle aura aussi permis de ralentir largement les travaux. Et ce qui est intéressant à relever, c'est la diversité des actions qui ont été déployées. Donc, il y a par exemple des activistes qui se sont enfouis les bras dans le sol. Il y a eu des plans d'envahissement de la mine. Il y a également, d'un point de vue plus institutionnel, eu des recours juridiques contre les expropriations qui ont été mises en place. Voilà, on sait que ça n'a pas été victorieux. Et comme le résume à juste titre le NPA, l'anticapitaliste, dans son communiqué à ce sujet du 25 janvier 2023, ce qui a manqué, en fait, c'est l'absence d'une mobilisation ouvrière massive et de grève autour du mouvement, ce qui n'a pas permis de concrétiser le blocage du projet dans les faits. Ce qui est important à comprendre, c'est que, et on va en parler plus tard dans la discussion, c'est que certaines ZAD peuvent gagner. C'est une stratégie qui a pu gagner. Notamment, je pense à Notre-Dame-des-Landes, où le projet d'aéroport avait été abandonné en 2018. Et un autre sujet dont on va pas mal reparler aussi, c'est qu'en fait, avec les tensions géopolitiques, et notamment l'importance géostratégique des sujets liés à l'énergie, les gouvernements, même de pays dits démocratiques, ont tendance à énormément se durcir. Et sans convergence de lutte sociale et écologiste, en fait, il devient de plus en plus difficile de remporter des victoires, même si là, il y a eu quand même une manifestation historique d'ampleur internationale. 35 000 personnes sur une ZAD, c'est vraiment du jamais vu. Hein. Donc voilà, on va reparler de ce sujet plutôt dans la discussion. Donc pour conclure sur l'Allemagne et passer au troisième projet, c'est que la destruction du village de Lützerath et de la ZAD n'aura, comme toujours, rien apporté à personne, si ce n'est aux actionnaires de RWE. En effet, de nombreuses études montrent que l'extension de la mine n'a pas d'impact significatif sur l'indépendance énergétique en Allemagne. Et donc voilà, l'Allemagne en fait est prise, mais c'est pas le seul pays, hein, mais voilà, dans cette vision court-termiste, avec une gestion absolument désastreuse de son mix énergétique, où elle dépendait beaucoup trop du gaz russe, où c'était quand même 60% des importations de gaz étaient du gaz russe avant la guerre en Ukraine. Et le gaz, en plus, représentait 27% de la consommation énergétique totale en Allemagne. Donc voilà, on est encore une fois confronté vraiment au cas symptomatique, on va dire, d'une forme de court-termisme maladif, où les gouvernements n'anticipent absolument rien, où il y a une forme d'addiction à de l'industrialisme absolument inutile, soutenu donc, par un État militarisé et répressif. Et on est toujours dans ce modèle d'accumulation capitalistique selon le modèle de la Wirtschaft allemande, c'est-à-dire vraiment la grosse entreprise privée qui ne sert que ses actionnaires. Puis il y a vraiment, par rapport aux espaces de biodiversité, une forme de conception assez techniciste. On n'imagine pas, en fait, on ne comprend pas bien comment la biodiversité fonctionne, on pense qu'il y a un côté réversible, et en fait, pas du tout, ça génère juste une catastrophe sociale et environnementale. Donc voilà, j'ai conclu ce sujet de l'Allemagne en parlant un peu de gaz russe. Et c'est justement ce qui a motivé le troisième projet dont je vais vous parler, donc à savoir l'exploitation du gaz de la mer Noire côté Roumanie. Donc voilà, vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, l'un des principaux secteurs qu'il a fallu combler dans les pays de l'Union européenne, c'est celui et de l'Europe, même de manière plus générale, c'est celui de l'énergie. Notamment pour remplacer le gaz russe qui chauffait des millions de foyers en Europe et qui faisait tourner de multiples industries. Et d'ailleurs, il y a une réelle volonté européenne d'être plus indépendant en termes d'énergie et qui en revient même à regarder par chez soi s'il n'y a pas moyen de trouver quelques ressources alléchantes, quitte à mettre certaines revendications écologiques de côté. Et donc, c'est pour ça qu'on va regarder du côté de la Roumanie.
et plus précisément vers la mer Noire, parce que cela contient de jolies réserves de gaz. Donc voilà, là on voit une photo où c'est une personne, je ne me souviens plus de son nom, mais qui s'était plaint voilà, de ce projet, notamment en 2021, ça a commencé plus tôt. Et on voit en fait, ça ce sont des sols, donc de la terre sablée, qui est censée être un terrain protégé. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est complètement retournée par tous les passages de camions. Donc voilà, c'est comme ça qu'on commence voilà, par détruire des espaces alors qu'une activité limitée est censée y régner. Donc, un premier gisement donc de gaz dans la mer Noire a commencé à être exploité en 2023 par la compagnie gazière Black Sea Oil and Gas, qui est détenue par la branche énergie du géant financier américain The Carlyle Group et par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui est une organisation internationale qui avait pour but de sortir les anciens pays du bloc communiste pour les convertir à l'économie de marché. Donc d'ailleurs, c'est une idée imaginée par Tonton Mitterrand et qui a pris jour en 91. Et donc voilà, ce projet-là extrait environ 1 milliard de mètres cubes de gaz par an, ce qui représente à peu près 10% des besoins de gaz de la Roumanie. Mais l'autre gros projet qui fait parler de lui, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à parler de la Roumanie aujourd'hui, c'est un projet qui va faire passer la Roumanie en exportateur net de gaz et en plus gros producteur de gaz de l'Union européenne. C'est un projet qui s'appelle Neptune Deep. Donc, c'est un projet qui devrait rentrer en production en 2027 et qui est porté donc, par la compagnie pétrolière autrichienne OMV, à travers notamment sa filiale OMV Petrom, et par Romgaz, qui est l'entreprise publique roumaine d'exploitation d'hydrocarbures. Et donc, pour ce projet, un accord de 5 ans a été trouvé, a été passé avec l'entreprise allemande Uniper, qui est détenue à 99% par l'État allemand depuis 2022, parce que c'est une entreprise privée qui s'est complètement écroulée avec la guerre en Ukraine. Et donc, ce projet fournira à peu près l'équivalent de 1,5% des importations de gaz allemand en 2024. Donc, il s'agit du premier contrat passé pour ce gaz offshore depuis qu'on l'a découvert en 2012. Donc, on estime, voilà, il y a des estimations de réserves de 170 à 200 milliards de mètres cubes. Et le gisement Neptune Deep représente environ 80 milliards de mètres cubes de gaz récupérable. Et le but, voilà, c'est que cette plateforme produise pendant à peu près 10 ans 8 milliards de mètres cubes de gaz par an. Donc, on avait mentionné tout à l'heure pour l'Otzerat, un durcissement des États et un sacré retour en arrière d'un point de vue. Et c'est vraiment important de comprendre cette dynamique-là avec ce qui se passe, donc encore une fois, avec la guerre en Ukraine et d'une manière plus générale sur l'évolution du capitalisme qui se tend, où on observe énormément de tensions géopolitiques. Et ces tensions géopolitiques poussent l'Occident à un repli sur soi, jusqu'à même donc, se coltiner des tâches qu'elle préférait délocaliser, comme notamment l'extraction et la production d'énergie fossile. Donc, je l'ai dit, voilà, une partie des gisements a été découverte en 2012, mais aucune exploitation n'avait été autorisée avant le début de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que je reviens tout le temps à ce point-là, parce qu'il y a vraiment eu un tournant à partir de cette période-là. Et donc, par exemple, il y avait une loi votée en 2018 par le Parlement roumain qui visait justement à freiner l'exploitation de gaz offshore en mer Noire et qui a ensuite été amendée depuis pour voilà, respecter les principes de marché libre et permettre un système fiscal compétitif, c'est-à-dire que l'État ne touchera rien, et donc surtout les personnes derrière. Et donc, alors que la loi de base avait pour l'obligation que tout projet de gaz offshore en mer Noire bénéficie au moins à 50% à la production sur le marché local. Et donc voilà, sur ce sujet, il reste 2 points à mentionner. Donc la partie réellement voilà, autour de l'environnement, évidemment, en quoi c'est écocidaire en plus de tout ce que je viens de mentionner, et l'aspect militaire, et notamment le lien avec l'OTAN. Donc l'OTAN, traité Nord-Atlantique, voilà, où tout, donc c'est le traité qui a été réalisé lors de la guerre froide, où on a tous les pays
du camp libre, du monde libre, soi-disant, donc États-Unis, etc. Donc voilà, les pays de l'Atlantique, et s'élargit maintenant à tous les pays de anciennement le bloc de l'Est. Donc sur l'aspect environnemental, tout d'abord, contrairement à Lutzerat par exemple, on peut noter que même par rapport à des projets d'exploitation de gaz terrestre, en fait, il y a eu très peu de foule pour le gaz marin. C'est sans doute en même temps plus difficile de se sentir concerné parce qu'il se passe à des centaines de mètres sous l'eau. Puis en plus, les habitants vivant proches de la côte voient ça plutôt d'un œil positif, enfin, ont plutôt vu ça d'un œil positif pour commencer, parce qu'ils se sont dit que ça pouvait leur permettre d'avoir accès à des routes et même d'avoir du gaz pour se chauffer correctement en hiver. Sauf qu'évidemment, il n'en est rien, parce que le but profond de ce projet, c'est une indépendance énergétique et géostratégique vis-à-vis de la Russie, mais également de la Turquie. Parce que la Turquie exploite aussi beaucoup de gaz en mer Noire, vous l'avez compris. Et donc, ce qui est intéressant à remarquer, encore une fois, c'est que jusqu'à 2022, la mer Noire, en fait, n'intéressait pas vraiment ni la France ni l'Allemagne, qui sont les deux principales puissances économiques de l'Union européenne, mais les États-Unis avaient déjà identifié l'importance géostratégique de cette zone. D'ailleurs, une base de l'OTAN est présente près du littoral, et elle a été renforcée une première fois en 2021, et va à nouveau être renforcée pour maintenant, ça va devenir même la plus grosse base de l'OTAN sur le sol européen. Derrière, il y a l'idée même d'organiser un couloir énergétique de la Pologne à la Roumanie pour alimenter les différentes bases militaires de l'OTAN. Et puis en plus, étant donné que certains experts soupçonnent de possibles perturbations de la part de la Russie sur les différents projets d'extraction en mer Noire, l'OTAN sera peut-être chargée de protéger un peu que l'exploitation se déroule correctement. Il y a un petit aparté sur ce point d'ailleurs. Donc on avait couvert les élections présidentielles en Roumanie en mai. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Et une candidate avait notamment été interdite par le Conseil électoral roumain parce que, je cite, le Conseil électoral roumain craignait une possible sortie de l'OTAN et de l'Union européenne si cette candidate arrivait au pouvoir. Et donc, quand on voit tous ces projets impérialistes, militaristes, on comprend mieux pourquoi elle n'a pas été autorisée à candidater. Donc, pour revenir sur l'aspect environnemental, il y a quand même un certain nombre d'habitants côtiers qui ne se sont pas laissés faire, même si le bras de levier était quand même assez limité. Donc voilà, sur la photo qu'on a vue au début, donc il y avait tout d'abord la personne qu'on avait vue était un restaurateur qui dénonçait les terres défoncées, le terrain de terre et de sable complètement retourné par les allers-retours en camion, alors que il s'agissait d'une aire protégée où l'activité humaine est censée être limitée. Et l'argument classique qui a été avancé par l'entreprise OMV Petrom, c'est de dire oui, on va remettre comme avant. Sauf que ça, mon œil, en fait, ça ne marche pas. Je ne sais pas à quel point ces gens ne comprennent pas, mais si c'est juste du pur cynisme, c'est peut-être un peu les deux, mais pour la biodiversité, il y a vraiment un aspect irréversible de certains phénomènes. On ne peut pas juste remettre comme avant, ça ne marche pas comme ça physiquement. Ça ne marche pas comme ça la nature. On ne peut pas détruire, faire qu'on remet comme avant en mettant un peu des arbres, un peu du sable par-ci par-là. Il y a des phénomènes absolument sans retour. Je veux dire, s'il y a des ruptures profondes avec des cycles de biodiversité, etc. En termes de résistance, il y a également une poignée d'habitants et d'habitantes de Tuzla, qui est une petite ville côtière roumaine, qui ont intenté un procès aux autorités locales à cause de procédures non transparentes et irrégulières, en faisant notamment passer des conduits de gaz de méthane par des parcs strictement protégés. Mais bon, hélas, cette procédure n'a pas connu un grand succès. Et le dernier gros reproche qui est fait cette fois de la part d'ONG comme Bankwatch, WWF ou Greenpeace, qui se sont évidemment positionnés contre ce projet d'extraction, c'est l'absence d'investissement dans l'éolien offshore, c'est-à-dire l'éolien en air marine. L'éolien offshore, c'est une technologie qui présente de très gros intérêts car elle a un rendement 2 à 3 fois supérieur à l'éolien terrestre, car son taux de charge est de 40 à 50%. Donc, taux de charge, ça veut dire qu'elle tourne à peu près 40 à 50% du temps.
Là où l'éolien terrestre est plutôt autour de 20 à 25% du temps. Et en plus, les éoliennes offshore sont bien plus grandes et peuvent produire bien plus d'énergie. Puis, contrairement au gaz, c'est un projet de longue durée. Parce que voilà, le gaz, voilà, ça reste 10, 15, 20 ans grand max, et après, c'est fini. Hein. Donc, une loi quand même a été votée en 2024 par le gouvernement roumain pour promouvoir l'éolien offshore, mais les premiers mégawatts de production ne sont pas espérés avant 2032. Donc, autant dire que les objectifs de Paris pour 2030, ça s'annonce compliqué. Et un argument auquel il faut répondre, c'est que parfois on dit oui, mais en termes de puissance, d'énergie, c'est beaucoup moins. C'est pas vrai. La capacité estimée de l'éolien offshore en termes de potentiel sur la mer Noire, c'est 276 TWh par an, alors que là, le projet Neptune Deep, c'est 15, hein. 15 TWh, 266, 15. Donc, c'est pas une question d'énergie dans ce cas-là. Donc, voilà, la Roumanie, pour conclure un peu sur ce sujet, donc la Roumanie, c'est un pays qui a pour objectif de sortir du charbon. Et comme le gaz est considéré comme étant une énergie verte et de transition par la Commission européenne, c'est devenu en fait absolument open bar pour développer ce genre de projet. Et encore une fois, hein, ce n'était pas le cas en 2021, le fait que le gaz soit vu comme une énergie verte. Hein. D'autres pays de l'Europe, notamment d'Europe de l'Ouest, s'y opposaient. Mais ça a changé. Et donc, encore une fois, j'insiste lourdement, c'est vraiment ce repli sur soi occidental et ce suprémacisme belliqueux qui pousse l'Union européenne à brader absolument tous ces accords écolos pour préparer une guerre économique dans un premier temps, et peut-être même une guerre absolument militaire, en fait, où on voit là que les budgets de tous les pays de l'OTAN vont être élevés à 5%, comme l'a demandé Trump. Donc voilà, c'est une escalade militaire extrêmement inquiétante. Et donc, ce qu'illustre cette affaire en Roumanie, c'est qu'il est absolument impossible de concilier écologie, avancée sociale et guerre. La guerre, c'est de la casse sociale et environnementale. Point. Et donc, je ne vais pas détailler sur, d'ailleurs, l'écocide au niveau de la mer, la mer Noire côté ukrainien, mais je vous invite grandement à lire sur ce sujet. Et donc maintenant, on va passer au dernier projet écocidaire, avant de passer à la discussion. Et donc, on va parler de la Serbie et du lithium. Donc là, on voit le fleuve Jadar, la vallée de Jadar, qui est le lieu où va se dérouler ce projet d'extraction de lithium. Donc la Serbie, c'est un pays allié à l'Union européenne, même si on parle de liens réels existants entre Vučić, le président serbe, et Poutine. Ça reste un pays quand même plutôt allié et apprécié par l'Union européenne, notamment par la France et l'Allemagne. Et on va voir en fait que le fait que ce soit un pays qui ne soit pas dans l'Union européenne et qui soit autocratique, contrairement annoncé à ce qu'est la Roumanie ou l'Allemagne, c'est parfait en fait pour assouvir tous les désirs impérialistes écologistes d'impérialisme écologique, on va plutôt le dire comme ça, d'Europe de l'Ouest. Donc l'Union européenne affiche, malgré tout ce que je viens de dire précédemment, toujours une volonté de décarboner son mode de production. Et donc l'une des stratégies favorites des grandes puissances impérialistes, c'est d'exporter sa pollution. C'est-à-dire de faire les processus les plus polluants de la chaîne de production, la chaîne de valeur, ailleurs que sur son propre territoire, pour ensuite en tirer des bénéfices économiques et environnementaux. Et puis voilà, comme dit précédemment sur les tensions géopolitiques et la ligne de repli sur soi occidental, c'est que plutôt que de dépendre du Chili ou de la Chine pour le lithium, qui sont respectivement les deuxième et troisième producteurs mondiaux derrière l'Australie, en fait, il est plutôt préférable dans cette optique-là de s'en procurer auprès d'alliés proches qui n'ont pas les mêmes normes environnementales, donc comme la Serbie. Donc le projet d'extraction de lithium prend place dans la superbe vallée du fleuve Jadar, qui est un lieu d'ailleurs historique pour la Serbie, où avaient notamment été emportées les batailles de Cerska et de Kolubara lors de la Première Guerre mondiale. Donc en plus, comme vous pouvez le voir sur la photo, cette vallée est extrêmement fertile en termes de terres agricoles, notamment pour le maïs, mais pas que. Et ce projet d'extraction de lithium a pour objectif de répondre aux besoins, notamment pour les voitures électriques et les appareils électroniques, mais également pour répondre aux besoins de bord, c'est un matériau très utile pour les panneaux solaires et les éoliennes. L'entreprise responsable de ce projet, d'ailleurs, estime que l'exploitation du gisement de la mine de Losnica, donc présente dans la vallée, permettrait de fournir le lithium nécessaire pour construire
1 million de véhicules électriques par an. Et donc, ce serait la plus grande mine de lithium d'Europe. Donc, comme toujours, il faut bien toujours dire qui est derrière. La magnifique entreprise derrière ce projet, c'est une multinationale anglo-australienne qui s'appelle Rio Tinto. Et vous allez voir, elle a un sacré palmarès en termes d'écocides. Donc, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle avait exploité des mines de cuivre de 72 à 89. Ces mines continuent, même si elles ont été fermées depuis 89, elles continuent à grandement polluer jusqu'à aujourd'hui. Et elles ont énormément pollué les eaux dans les années 90, ce qui a généré d'énormes tensions dans la région et même une guerre civile causant jusqu'à 20 000 morts. 20 000 morts pour ne pas avoir exploité proprement et traité les déchets. À Madagascar, Rio Tinto est accusé de contaminer à nouveau les ressources en eau avec ses résidus miniers. Et enfin, en Australie, par exemple, un site sacré aborigène vieux de 46 000 ans a été détruit pour extraire du fer. Donc 46 000 ans d'histoire, ça, c'est pas très important. Hein. Ça fait pas rêver. Hein. Ça fait rêver plutôt, hein, j'ai envie de dire. Mais, et après, on se demande voilà, justement pourquoi les Serbes ne sont pas hyper motivés par ce projet. De plus, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le minéral dans la vallée du fleuve Jadar s'appelle le jadarite, parce que il a été découvert, en fait, dans ce coin-là. Et en fait, c'est un minéral qui contient du lithium et du bore. Et dans une lettre adressée à Emmanuel Macron en 2024, la Fédération des associations écologistes de Serbie explique que pour être exploité, le jadarite, en fait, il faut séparer le bore et le lithium contenu en lui-même, donc dans le jadarite, ce qui n'a jamais été tenté à l'échelle industrielle et nécessite une utilisation massive d'acide sulfurique et d'eau. Et d'après d'ailleurs une étude publiée dans Nature Scientific Papers, les forages d'exploitation ont déjà un impact négatif sur l'eau, la flore et la biodiversité. Donc ce projet a fait énormément parler de lui en Serbie, car il avait déjà été porté il y a quelques années, puis abandonné en 2022 suite à des mobilisations historiques, avec notamment une pétition qui avait recueilli 130 000 signatures. Et alors, en fait, si on ramène ça à la population, c'est à peu près le même succès que la pétition contre la loi du plomb. Donc, c'est quelque chose d'absolument phénoménal pour la Serbie, pour le peuple serbe. Il y avait également eu de très, très nombreuses manifestations pour bloquer ce projet, surtout qu'en plus, dites-vous que le gouvernement tentait de faire passer des lois pour faciliter l'adoption du projet. Donc, 2 exemples. Par exemple, l'idée de modifier les règles du référendum pour que, 1, il n'y ait plus besoin de 50% de taux de participation, et que 2, en fait, il soit tout simplement possible de relancer un référendum dans la foulée. Donc, ça veut littéralement dire qu'on va faire des référendums jusqu'à ce que ce soit accepté. Et donc, et une deuxième loi, c'était sur l'expropriation, qui allait cette fois inclure une expropriation d'urgence avec un délai de 30 jours. Et donc, face à cette mobilisation, le projet a été arrêté en 2022, mais il est revenu à l'agenda en 2024. L'impérialisme a le cuir solide, a le cuir épais, notamment lorsqu'il y a eu la visite du chancelier allemand de l'époque, soi-disant un mec de gauche, Olaf Scholz, voilà, c'est un mec qui n'est pas à son premier projet écocidaire. C'est lui qui a donné les accords à RWE pour exproprier les gens à l'Otserat. Donc lui, ça lui fait plaisir. Et le peuple serbe a pris en fait un énorme tollé très récemment, en juin 2025, parce que ce projet dans la vallée de Jadar a été considéré comme étant un projet stratégique parmi les pays alliés hors de l'Union européenne, donc pays stratégiques. Donc c'est la Commission européenne qui a considéré ce projet comme stratégique. Et un projet classé comme stratégique, avec des guillemets, c'est un projet qui peut outrepasser les normes environnementales avec lesquelles on ne s'embête plus depuis bien longtemps avec cette logique impérialiste et belliqueuse, et qui est en fait de plus en plus assumée. Chaque année, c'est de pire en pire. Et donc, le Bureau européen de l'environnement et la Coalition européenne des matières premières ont dénoncé avec ce projet en fait la possibilité de reproduire des schémas néocoloniaux et antidémocratiques, ce qui est clairement le cas, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi en fait la corruption de l'État de Serbie n'est pas du tout un problème pour les dirigeants européens. Que la Serbie ne soit pas dans l'Union européenne et ne soit pas démocratique, en fait, c'est un énorme avantage pour profiter de l'impérialisme écologique et pour exporter notre pollution, plutôt que d'exploiter le lithium sur le sol, le territoire de l'Union européenne.
Et donc voilà, ce qui est intéressant dans cette affaire tout de même, c'est qu'au sein de la population, on observe une réelle convergence des luttes. Donc ce projet, voilà, comme je l'ai dit, avait déjà grandement mobilisé il y a quelques années. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que la Serbie est en train de vivre une réelle révolution citoyenne d'une ampleur absolument phénoménale depuis novembre 2024 pour dénoncer la corruption systémique. Et donc ce mouvement de révolution, cette révolution citoyenne, qui a d'abord démarré plutôt dans les sphères étudiantes et de l'éducation supérieure, a très vite été rejoint par des agriculteurs, et notamment ceux de Loznica, le coin où va y avoir le projet minier, qui risquent justement de perdre leur accès aux terres fertiles et de la vallée si ce projet voit le jour. Et donc, les agriculteurs sont donc venus régulièrement bloquer les routes avec leurs tracteurs pour protéger et aider les manifestations étudiantes et du peuple serbe en général. Et à l'inverse, de nombreuses personnes qui, a priori, sont plutôt éloignées de ce territoire de la vallée de Jadar ont été sensibilisées à ce sujet, car au fond, un peu d'ailleurs comme pour la Pride de Budapest, un ennemi commun a été désigné, parce que ce soit la gare effondrée à Novi Sad en novembre, causant 16 morts, ou que ce soit les multiples expropriations dans la vallée de Jadar avec la pollution du sol et de l'eau, ce sont bien en fait toutes les vies du peuple serbe qui sont bradées face aux intérêts privés et aux intérêts néocoloniaux de l'Europe de l'Ouest. Donc voilà, ça y est, j'en ai enfin fini avec ces 4 projets. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ce qui se trame un peu partout en Europe du Centre et Balkans. Et j'espère surtout que ces 4 projets ont illustré clairement le lien entre les modes de production et les modes de vie d'Europe de l'Ouest, que ce soit d'un point de vue touristique, d'un point de vue consommation d'énergie, et même parfois certains projets de transition écologique qui ont l'air pas mal sur la voiture électrique, mais comment c'est en lien direct avec des projets écocidaires dans d'autres pays. Et donc, il est extrêmement important de comprendre que l'écologie, c'est à la fois un problème extrêmement concret pour nos santé et nos vies locales, mais aussi qu'il doit se penser de manière mondiale et internationaliste. Parce que c'est bien pour faire tourner les industries militaires et les lobbies extractivistes, et surtout ne jamais remettre en cause le marché, le repli sur soi occidental, le capitalisme ou l'impérialisme, que ces projets voient le jour. Donc c'est pour ça voilà, que les arguments du style « la France pollue moins » que d'autres pays, c'est absolument bidon, parce que tout ça, c'est en lien.